Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, est au Maroc pour une visite d'État. Alors au menu, réconciliation, économie, mais aussi immigration. Le chef de l'État s'est exprimé il y a quelques instants devant le Parlement marocain. Écoutez. Ce nouveau livre, lucide sur le passé, mais tourné vers l'avenir. Bien sûr, ce doit être avant tout un espace ordonné, dont chacun des partenaires accepte d'être le garant, avec respect et engagement. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Plus de coopération, plus de résultats contre l'immigration clandestine, Paul Melun. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que là, on attend de la relation avec le Maroc, et rappelons que la relation entre la France et le Maroc s'était dégradée ces derniers mois et qu'elles se sont réchauffées, ces relations, grâce notamment à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, vieille doléance du royaume du Maroc. Donc ça c'est très important. L'amitié franco-marocaine est très importante, et il est aussi très important que cette amitié débouche sur des décisions communes, notamment et surtout en matière d'immigration. Le Maroc est une porte vers l'Afrique. Le Maroc, c'est le détroit de Gibraltar, et c'est cette porte vers l'Afrique-là dont il s'agit de contrôler les frontières et les flux, au départ et également à l'arrivée en France, dans les retours vers le pays, les fameux OQTF. Donc j'espère que ces négociations-là vont porter leurs fruits. Je pense qu'il faut avoir une approche en deux temps. D'abord, peut-être un temps de diplomatie, sans être dans l'affrontement vis-à-vis du Maroc. Je le dis encore une fois, le Maroc est un pays ami. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite mettre des outils de pression sur l'aide au développement, sur les banques françaises qui financent là-bas, etc., ou les visas, ou que sais-je. Au début, il faut y aller piano. Il faut commencer par une discussion amicale, voir comment est-ce que ça peut se passer pour qu'ils reprennent leurs ressortissants, et ensuite, si jamais il n'y a pas d'acte, voir ce qui peut être pris en plus. Mais la relation avec le Maroc est assez singulière dans la zone du Maghreb. C'est bien différent, par exemple, quand vous travaillez avec l'Algérie, surtout depuis qu'on a reconnu le Sahara occidental, les relations avec Alger sont plus mauvaises que jamais. Et l'épineuse question des OQTF et des visas suggérés par Emmanuel Macron devrait être abordée normalement par Bruno Retailleau, qui doit rencontrer son homologue marocain dans les prochaines heures. On en parle dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Europe 1 tout de suite. Et vous pouvez réagir avec Céline Géraud au standard d'Europe 1, c'est le 01 80 20 39 21. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32, Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et vos deux chroniqueurs, l'écrivain essayiste Paul Melun et la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard. Et on revient sur cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. On a entendu Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Des amabilités, évidemment, ont été échangées, et l'épineuse question, Laetitia Strauss-Bonnard, des OQTF, va forcément être abordée par Bruno Retailleau dans quelques heures. Oui, bien sûr, et c'est tout à fait bienvenu, tout à fait normal. Le président de la République, pour revenir quand même sur son allocution au Parlement marocain, est tout à fait dans son rôle. Et malheureusement, depuis qu'il est au pouvoir, on l'a trop peu vu dans cette position de surplomb. C'est le chef d'État qui s'exprime devant ses homologues, en l'occurrence, et qui donne les grandes orientations. Après, on peut se demander si tout ça ne vient pas un peu tard. Bruno Retailleau fait tout son possible pour mener une nouvelle politique migratoire qui correspond davantage aux attentes des Français aujourd'hui. Mais ça fait des années que Rabat ne livre pas peu de visas consulaires. C'est peut-être un peu tard. Les Marocains savent aussi que la situation politique française est quand même un petit peu fragile. Ils n'ont pas devant eux un président et un gouvernement unis avec un programme clair, avec les moyens aussi pour le mettre en œuvre. Donc c'est quand même, tout cela est un petit peu précaire. L'autre chose aussi, c'est, comme souvent avec Emmanuel Macron, c'est le risque de revenir sur certaines positions. On se rappelle qu'il y a quelques temps, il avait expliqué que l'immigration était une chance dans toutes les circonstances, fallait-il comprendre. Il répondait implicitement à ce qu'avait dit Bruno Retailleau et à sa critique de l'immigration. Avec Emmanuel Macron, on ne sait jamais si le lendemain, il ne va pas dire le contraire de ce qu'il vient de dire. Donc, il a tellement démonétisé sa propre parole que on ne sait pas tellement si finalement sa prise de position va bénéficier ou non à cette nouvelle politique migratoire.
Et un déplacement qui est aussi marqué par une polémique qui ne cesse d'enfler, parce que l'humoriste controversé Yacine Bellatar fait partie de la délégation présidentielle. L'homme avait été condamné, on le rappelle, en 2023 à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Une présence qui fait réagir, à commencer par Robert Ménard, le maire de Béziers. Il était ce matin sur Europe 1 et CNews dans l'heure des pros. Écoutez. C'est la fascination des hommes de pouvoir pour les petites racailles. Il y a toujours des bourgeois qui ont eu envie de fréquenter des voyous. C'est juste ça. Le problème, c'est que le bourgeois en question, ou le haut placé en question, il est juste le chef de l'État français. Et Monsieur Lecornu, Monsieur Lecornu, il est ministre des armées d'une des plus grosses puissances du monde, un des rares pays qui a l'arme nucléaire, et il prend par le bras ce type-là. Mais tu hallucines de ça. Voilà, Robert Ménard ce matin, Paul Melun. Écoutez, je partage l'indignation pour partie de Robert Ménard. Je suis complètement incrédule face à ça. Enfin, quelle image donne-t-on du pays? Avait-on besoin de cette polémique? Je veux dire, on a parlé, Laetitia et moi-même tout à l'heure, des enjeux de ce déplacement qui sont fondamentaux délégation pharaonique, pour la France. 120 personnes. Mais même dans une délégation pharaonique, il faut bien faire attention à qui on met dans la délégation. Il y a Jamel Debbouze, Thierry Riner. Voilà, qui sont des personnalités éminentes. Je pense qu'on avait suffisamment de personnalités formidables qui ont un lien avec le Maroc, qui peuvent représenter notre pays pour aller chercher Monsieur Bellatar. Donc, je ne sais pas qui est l'auteur de ce choix. Je doute que ce soit le président lui-même qui ait choisi les différents invités de la délégation. Mais moi, je regrette ce choix. Je trouve que cette personnalité-là n'avait pas de vocation à être là. C'est un homme qui, effectivement, vous le rappeliez, a été condamné. Donc, la justice a reconnu la violence de ses propos, ses outrances, le harcèlement qu'il a fait subir aux uns et aux autres. C'est une personnalité peu fréquentable. Et je regrette qu'il ait sa place dans la délégation, que Monsieur Lecornu aille l'étreindre dans ses bras, etc., face aux caméras. Enfin, je trouve tout ça pitoyable, pour être franc, et c'est désolant. Voilà. Alors après, il ne faut pas que ça éclipse la vocation de ce déplacement qui, elle, est tout à fait louable, et la position de la diplomatie française qui est très bonne, mais très franchement, qu'un ministre aille comme ça cajoler un homme pareil, j'avoue que je ne comprends pas. Et on va écouter tout de suite justement Olivier Gisbert, là aussi sur cette question de cette présence de cet humoriste. Écoutez, il était l'invité ce matin de la grande interview sur Europe 1 et CNews. Écoutez, ça ne m'étonne pas. C'est du Macron, tout simplement. Il me fait penser toujours à ces conducteurs de voitures en état d'ébriété qu'on voit sur les routes, vous savez, qui donnent des grands coups de volant à droite, puis après des grands coups de volant à gauche, qui pilent, qui réaccélèrent, etc. Mais ça, c'est quoi? C'est de la com. C'est pour faire parler de lui. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un comportement d'homme d'État. Un homme d'État ne doit pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au jour le jour. Il ne sait pas où il va. Et c'est pour ça qu'il a abîmé la France. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de ligne. Il n'a pas de continuité. Il faudrait qu'il s'achète un corpus idéologique sur Internet. Vous voyez, pour avoir un minimum de conviction. Ça, on voit très bien. C'est l'absence de conviction. Ça, c'est la preuve qu'il y a zéro conviction. Emmanuel Macron, rhabillé pour l'hiver, par Olivier Gisbert. Un homme d'État ne doit pas faire ça. Il n'a pas de ligne. Il a complètement raison. Alors après, il a une ligne, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire que il est dans le changement permanent. Il est en marche, en réalité. Et puis surtout, on le sait aussi, il a le sens de la provocation, Emmanuel Macron. Il veut toujours être là où on ne l'attend pas. Et c'est vrai que c'est lassant après plusieurs années. On est fatigué de ces espèces d'effets permanents. Qui en effet semble lui procurer une forme de presque de jouissance, on a envie de dire, et c'est quand même assez inquiétant. Robert Ménard disait les hommes de pouvoir aiment les petites racailles. Je pense pas que ce soit le cas de tous les hommes de pouvoir. Certains hommes de pouvoir sont fascinés en effet par leurs opposés d'une certaine façon, c'est-à-dire ceux qui sont au banc de la société. Bon, c'est pas le cas non plus de Yacine Bellatar, il ne faut pas exagérer, mais disons qui ont des comportements peut-être un peu à risque, ou qui aiment la violence, ou qui sont attirés par elle. Donc oui, en fait, comme le dit très bien François-Olivier Gisbert, Emmanuel Macron fait du Macron. Mais plus généralement sur cette délégation, moi je suis quand même un petit peu choquée qu'elle soit aussi nombreuse. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune transparence déjà sur le choix qui est fait des personnes qui y vont. Est-ce qu'on a besoin d'aller avec 120 personnes? En fait, la délégation est à la hauteur de l'accueil qui lui a été réservé. Il a été accueilli comme un prince. Ah mais
ça, donc il s'est dit, tant mieux. Sans doute, je Mais viens la avec quantité un n'est aéropage pas la de personnalité qualité. très Oui. forte. Alors, Non, moi, je trouve qu'il y a quelque chose un peu monarchique justement de la part de la France à se Oui. déplacer comme ça avec tous les courtisans, toute la suite en fait. Vous trouvez que c'est déplacé? Moi, je trouve que c'est trop. En plus, on ne fait que parler de réduction des dépenses publiques. C'est ça. Ça en rajoute encore un motif de scepticisme à cet égard. Là-dessus, moi, je suis pas tout à fait de votre avis. Je pense que vous savez, c'était un peu la même chose quand on reçoit des chefs d'État étrangers, quand on donne ces dîners d'État, qu'il y a beaucoup de représentants. Bon, ça fait partie, si vous voulez, des atours du pouvoir et de cette monarchie républicaine qui est notre 5e République. Quand on reçoit. Oui, mais nous, quand on se déplace aussi, il faut montrer la relation. Écoutez, si cette délégation pléthorique permet d'aller dans le sens de meilleures négociations sur le sujet migratoire, sur les sujets économiques, sur la coopération face au terrorisme dans le Sahel, moi je suis tout à fait pour, je suis pas choqué. Après, voilà, par contre, effectivement, que il y ait un regard aiguisé sur les membres de cette délégation pour éviter le cas Bellatar, ça me paraît plus important, effectivement. Le timing aussi interpelle, parce qu'il est un peu dans la tourmente en ce moment, Emmanuel Macron, à chacune de ses sorties. Oui, alors mais je pense pas que lui le prenne de cette façon. Justement, pour lui, toute occasion est bonne, pour essayer de faire un coup ou pour faire parler de lui. Donc c'est pas, je crois pas que ce soit inhabituel en termes de timing. Il s'expose aux foudres aussi, parce qu'il sait très bien la polémique va enfler. Avec le cas Bellatar. Oui, absolument. Mais bien sûr, mais comme je suggérais tout à l'heure, je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il est content en fait de provoquer un débat et peut-être même qu'il est alors là je fais de la psychologie de comptoir, mais il est peut-être un peu partagé. Il y a une partie de lui qui ne veut pas ça, mais il y a une autre partie de lui qui semble quand même aimer ces polémiques, sinon il se serait arrêté. Vous vous rappelez quand même depuis le début toutes les petites phrases qu'on a disséquées. Je pense qu'il ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, je dois dire que c'est quand même ce qui faisait aussi son charme au début. Oui. Il avait quelque chose de franc. Oui, il avait une approche un peu en rupture. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Il disait quand il disait à je ne sais plus à un jeune qu'il fallait mettre un costume, une cravate. Il fallait traverser la route pour trouver du travail. Pas celui-là, mais celui où il disait qu'il fallait quand même s'habiller pour aller candidater, pour aller à un entretien d'embauche. Il fallait quand même bien s'habiller, pas en t-shirt, mais en costume. Alors ça, pour ma part, je trouvais ça très bien. Mais bon, pour une déclaration bienvenue, il y en a combien qui sont un petit peu déplacés? Oui. Après, vous pensez que c'est travaillé, cette stratégie, pour Emmanuel Macron? Il sait qu'il s'expose à une polémique et il le fait volontairement? Je pense que là, si vous voulez, il y a deux choses. Un, le fait que lui, qui travaille ses stratégies, évidemment, qu'il ait un certain goût pour des positions parfois iconoclastes, etc. Oui, ça caractérise effectivement sa carrière politique. Laetitia, elle disait, moi je suis assez d'accord là-dessus. Par contre, sur le cas Bellatar précisément, je doute qu'avec l'agenda qu'il a en plein conflit israélo-palestinien, avec le conflit russo-ukrainien, avec tout ce qu'il fallait préparer pour ce déplacement auprès du roi du Maroc, je doute qu'il soit allé valider lui-même la liste des participants. Je ne sais pas qui a mis Monsieur Bellatar sur la liste. Peut-être d'ailleurs que le président lui-même n'était pas au courant. Mais en tout cas, je lui fais pas mes compliments à celui qui a mis sur la liste. Il y avait quand même beaucoup d'invités. Je vois mal le président à son bureau dire Jamel Debbouze c'est oui ou c'est non, Teddy Riner c'est oui ou c'est non, et Bellatar c'est oui ou c'est non. Je pense que ça a été géré en dessous. Je pense que c'est des questions sur lesquelles on lui demande son avis. Je pense pas. Mais après, je peux me tromper. Je suis pas dans l'intimité des négociations qui ont conduit à la venue de ce Monsieur Bellatar. Je le déplore. Il faut pas sous-estimer quand même l'énergie qu'il met dans la mise en scène de lui-même. Vous vous rappelez peut-être cet entraînement de boxe, par exemple, où il se montrait en train de, justement, je ne sais plus si c'était une photo ou une vidéo, au moment des Jeux Olympiques, justement, pour insister. Là, c'était travaillé, mais là, vous imaginez, ça n'a pas la même portée, cet entraînement, ou par rapport à Yacine Bellatar, qui, à mon avis, ce que je veux dire, c'est qu'il est prêt à consacrer énormément de temps et d'énergie à des choses qui sont dérisoires. Président de la République. Allez, 13h43, on va parler du budget, tiens. On parle beaucoup de l'absentéisme, justement, des fonctionnaires, avec les fonctionnaires dans le viseur du gouvernement pour faire des économies. Ça fait réagir notamment Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et vous pouvez aussi vous réagir avec Céline Giraud sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. C'est le numéro du standard d'Europe 1.